Oui, allô, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi, je suis Thierry Aubert, je suis responsable technique chauffage. On a imaginé une présentation commune à la société Soermann Chimo et Danfoss pour parler des brûleurs à fioul, l'entretien d'analyse de combustion. Donc ça va se faire en deux parties. Donc moi, je suis Thierry Aubert, je suis responsable de technique chauffage, donc tout ce qui est les produits de régulation sur chauffage, mais y compris également les produits de combustion, donc pour les brûleurs à fioul. Et donc, je suis accompagné de… Donc, bonjour à tous, Philippe de Sèvres. Je suis référent technique au sein de la société Chimo Groupe Soermann. Mon rôle est formateur et aussi référent technique en termes d'analyse de combustion. Donc, j'interviendrai après Thierry dans la deuxième partie. Ok, donc là, nous allons démarrer la première partie. Ça va être sur les composants fuel, qu'on appelle les composants fuel, les composants brûleurs. Donc, vous savez que chez Danfoss, il y a une grande gamme de composants fuel. Hein. On n'a pratiquement pas de composants gaz. Donc, on a les boîtiers de contrôle, des cellules, des allumeurs électroniques, on va dire tout ce qui est plutôt électronique. Et l'autre partie qui est plutôt liée au fuel, en particulier les gicleurs, les pompes, les préchauffeurs. Voilà, c'est vraiment une gamme importante chez Danfoss. C'est souvent des produits qu'on appelle OEM, donc des produits qui sont montés en usine par les fabricants de brûleurs. Alors, si on regarde déjà les gicleurs à fuel, bien sûr, la fonction des gicleurs à fuel, c'est de pulvériser. Donc, pulvériser, il faut faire un brouillard. Donc, il faut faire un brouillard avec des toutes petites gouttelettes. Donc, on produit un brouillard de gouttelettes pour avoir une combustion optimale, puisque la combustion va se faire entre la surface du combustible et du comburant. Donc, quand on fait des gouttes, on maximise en fait la prise de contact comburant-combustible. La taille des gouttes d'un brouillard comme ça, c'est de 5 à 100 micromètres, c'est tout petit. Là, vous allez voir une animation. Voilà, c'est tout simplement pour voir une flamme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ben, on prend un brûleur, voilà ce que ça fait, la flamme d'un brûleur, flamme jaune en l'occurrence. Hein, vous avez vu que c'est fait pour faire une combustion la plus parfaite possible. Le principe d'un gicleur, ben, on pourrait penser que c'est juste un orifice, un trou. Non, c'est pas juste un trou. Hein. C'est d'abord, on va mettre, donc il y a de la pression qui vient par la pompe. Et ensuite, on va mettre en rotation le fioul à toute vitesse, en sortie de pastille, ce qu'on appelle la pastille ici. Et avec la force centrifuge, ça va s'éclater. Et on voit ici sur le schéma de droite, ça va s'éclater d'abord avec la force centrifuge. Ça ne remplit pas complètement le trou, hein, l'orifice, ça va sur les côtés du trou. Et quand ça sort à toute vitesse en rotation, ça va former un cône. Donc, qui va exploser, qui va former les millions de gouttelettes après la sortie. Donc, il y a un cône qui se forme. Il faut savoir que c'est usiné, cette partie qui est la partie maîtresse, le cœur du gicleur, c'est une petite pastille qui est rapportée, bien sûr, mais elle est usinée avec des forets très, très précis. On fait un tout petit trou. Alors, ce n'est pas un trou simple, hein. Il y a bien sûr une entrée arrondie ou un chanfrein arrondi en entrée et en sortie. Si on compare ça avec l'image que vous voyez à gauche, on a pris un cheveu et vous voyez l'orifice derrière avec son alésage et son chanfrein arrondi. C'est tout petit, hein, donc c'est quelque chose de très très précis et c'est fait avec des forêts. On usine l'intérieur, on usine l'extérieur. Il faut savoir que 100% des gicleurs sont testés en usine. Donc, comme on le voit ici, c'est fait par un opérateur, des opérateurs, et puis il y a un rayon lumineux et on va tout de suite apercevoir s'il y a un défaut de fabrication. Une simple impureté pourrait faire que le film, le cône ne serait pas du tout parfait. Tous les gicleurs sont testés un par un. Donc de manière visuelle, s'ils ne sont pas bons, ils sont mis au rebut, ils sont recyclés. Bien sûr, on ne les teste pas avec du vrai fuel, hein, c'est un fluide qui a la même viscosité, mais de manière à ce que ça ne sente pas mauvais et que ça ne risque pas de prendre feu dans la boîte. En tous les cas, c'est un fluide très très semblable aux caractéristiques du fuel. Il y a deux types de gicleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans des gicleurs ou démontés. Les gicleurs classiques, vous avez bien sûr un filtre sur la partie gauche. Il y a la partie bleu clair, c'est là où on va mettre en rotation le fuel, et puis la petite partie au nez du gicleur, c'est la pastille qui est usinée. Il y a un autre type de gicleur qui s'appelle le gicleur aileux. Le gicleur aileux, alors ce que certains appellent le stop-goutte, hein, voilà, ça veut dire que ça va empêcher, en fait, il y a un petit clapet à billes à l'intérieur qui va empêcher l'écoulement de fuel surtout lorsqu'on arrête l'électrovanne se ferme, pour que ce soit une coupure brève, rapide,
vous allez voir que ce clapet va avoir un effet pour couper le fuel qui va sortir du nez du gicleur à la coupure de l'électrovanne. Alors pour ça, je vais vous montrer deux animations, deux films. Alors logiquement, ça devrait démarrer. Voilà, ça c'est un gicleur classique. Vous voyez, ça pulvérise. Regardez bien à l'arrêt ce qui va se produire. Vous avez, alors ce que j'appelle, on va dire une piscette, c'est comme une piscette. Vous avez bien vu que, alors ça se trouve, je peux le repasser. Je vais voir si je, voilà, il va redémarrer. Regardez bien à la fin, vous allez voir, il y a une piscette. Donc tout ça, voilà. Et en plus, ça coule sur le nez du gicleur. Ça va produire des imbrûlés. Quand on regarde le gicleur aileux, donc avec le stop-goutte, voilà, cette animation-là, vous allez bien voir à la fin la différence. Regardez bien. Là, vous avez vu, c'est très bref. Il n'y a plus cette piscette, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on va réduire considérablement les imbrûlés. C'est ce qu'on voit sur cette slide ici, sur cette diapositive, pardon. À gauche, vous avez le démarrage, et ça, ce sont les imbrûlés. Donc, vous voyez le pic que l'on voit en rouge, c'est tout ce qui est imbrûlé. Et à droite, c'est à l'arrêt. Donc, on voit que la partie rouge, c'est avec un gicleur standard. La partie verte, qui est toute petite, qui est toute minuscule, c'est les imbrûlés qu'on va avoir avec le système anti-goutte, le système aileux. Donc, on voit qu'il y a un énorme écart. Le système anti-goutte aileux, il réduit jusqu'à 85% les imbrûlés. Donc, ça, c'est important au niveau combustion, puisque dès l'instant que vous avez des imbrûlés, d'abord, ça va polluer, mais en plus, tout ce qui tombe au nez du gicleur, ça va risquer de faire des dépôts. Donc, le système aileux, c'est un gicleur aileux et une pompe aileux. C'est-à-dire que la pompe aileux va avec le gicleur aileux. C'est l'un et l'autre, parce que la pompe, elle est spécifique. Donc, si vous mettez une pompe normale avec un gicleur aileux, il n'y aura pas d'effet. Il faut vraiment que ce soit une paire. Donc, sur les gicleurs, les brûleurs, pardon, qui sont équipés de systèmes anti-goutte, c'est toujours une pompe aileux avec un gicleur aileux. Et si vous mettez un gicleur standard à la place d'un gicleur aileux, ben, vous n'aurez pas cette fonction-là. Et en plus, il y aura un petit réglage, une modification du réglage de pression de pompe à effectuer. Les gicleurs, vous savez qu'ils sont tous marqués sur les faces. Donc, il y a un marquage original qui est en US gallon, l'unité américaine. Bien sûr, c'est connu de tout le monde. Mais depuis une vingtaine, trentaine d'années, l'Europe nous a imposé de mettre un marquage européen, donc en kilogrammes par heure. C'est pour ça qu'on a ces deux marquages. Mais force est de constater que c'est surtout le marquage US gallon qui est le plus connu. L'angle de pulvérisation, bah ça vous le savez, l'angle, bah, soit il est aigu, obtus, ça dépend de la profondeur du foyer. Donc pour un foyer long, ça va être un angle de 30 degrés, un foyer très court, un angle de 80 degrés. C'est pourquoi il y a ce marquage ici. Ça, c'est le fabricant de chaudière qui va indiquer quel type de gicleur il faut, quel angle. Le cône de pulvérisation, ça aussi, il y a différentes pulvérisations qui sont données par le gicleur. C'est le fabricant de chaudière qui va indiquer lequel va avec son brûleur. L'importance de l'entretien, bien sûr, à gauche, pas entretenu, à droite, c'est nettoyé. Il faut bien voir que 1 à 2 mm de suie augmente de 4% la consommation de fuel. Donc un gicleur, ça ne se nettoie pas. Si on regarde si un gicleur, ça s'use, ben oui, ça s'use. Si on prend un 0,50 US gallon, on prend une cuve de 5000 litres et on la fait fonctionner 2650 heures, ça correspond à une année. Ben, si on considère, si on mesure, si c'était un jet continu qui sort, ces 5000 litres qui font un jet continu, ça fait 4 fois et demi le tour de la Terre. Donc oui, l'orifice va subir une érosion. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à nettoyer un gicleur. Vous imaginez que si vous grattez la surface, la pulvérisation va être très très mauvaise. Ben, ça risque de partir d'un côté ou de l'autre, vous n'aurez plus un cône parfait. Donc, il faut changer les gicleurs tous les ans, ça c'est ce qu'on préconise, ce n'est pas quelque chose qui est très onéreux. Vous voyez, on évite de mettre les doigts dessus parce que bon, si vous avez fait l'entretien, vous avez peut-être les doigts avec des saletés dessus. Il suffit de mettre une petite saleté qui colle à l'orifice et là, vous n'aurez pas du tout le cône attendu. Donc, évitez de toucher le nez du gicleur. Le préchauffeur, ça, vous savez ce que c'est probablement. De plus en plus, les brûleurs sont équipés de préchauffeurs. La fonction de ça, c'est d'avoir une température de fuel constante. Et ça, c'est important pour avoir une bonne combustion, puisque la combustion, si vous faites un réglage de combustion avec du fuel qui est à 10 degrés à l'extérieur, et puis lorsque la cuve est un peu plus chaude, où il y a des variations de température, la viscosité va changer, donc la combustion change. Le but du préchauffeur, c'est d'assurer, une fois que vous avez réglé votre brûleur, d'avoir un fuel suffisamment fluide et surtout une combustion stable. La pompe à fuel BFP, c'est la plus courante que nous commercialisons. Elle a des caractéristiques
assez unique puisqu'il y a une cartouche filtrante, on va le voir, qui vient par le dessus, donc on n'a pas besoin de tout démonter le capot, avoir du fuel qui coule. Donc on a une cartouche filtrante par le dessus, on a des pompes avec le système LE que je vous ai décrit. Le régulateur de pression, il est latéral ou frontal, c'est pour un ou deux tuyaux, hein, vous savez, du monotube ou du bitube hein, sur les cuves à fuel. On a des 2 étages aussi sur certains brûleurs. Et on peut, bien sûr, donc un ou deux tuyaux, ça veut dire qu'on peut convertir une pompe en un tube ou 2 tubes. Bien sûr, toutes ces pompes sont compatibles avec le biofuel. Hein, donc les joints sont compatibles avec le biofuel, puisque ça, c'est de plus en plus demandé par la réglementation. Intéressant aussi, sachez qu'une pompe fuel, c'est ce qu'on appelle un engrenage, une pompe trochoïdale à engrenage. Normalement, il y a une petite animation, vous devriez voir ça tourner. Vous voyez comme ça tourne? Donc, il y a une partie où on augmente le volume, c'est là où ça aspire en haut. Et en bas, le volume entre les engrenages se réduit. Donc, c'est là où ça part vers le gicleur. Donc, c'est ça, c'est 2 engrenages. C'est un engrenage métallique, usiné avec précision. Donc, il n'y a pratiquement pas d'usure et l'aspiration est excellente. La cartouche filtrante que vous avez décrite, voilà, c'est quelque chose qui se sort par le dessus. Donc, il y a à peu près 45 secondes pour le changer. Donc, le changer tous les ans aussi, c'est une garantie de fonctionnement optimal, hein, même s'il n'est pas censé manger toutes les saletés de la cuve. On voit bien que celui-là, il est déjà un petit peu, sur la photo de droite, un petit peu altéré. La pompe de service, il faut savoir qu'avec 3 numéros de code, 3 références, on va couvrir 90% du marché. Donc, c'est vrai que c'est avec 3 codes dans la camionnette du dépanneur, on a déjà beaucoup de chances d'avoir la bonne. Il n'y a qu'un seul outil. C'est une clé de 4 mm pour toutes les vis, pour tous les réglages. Là, j'ai mis attention au réglage. Vous voyez, ça, c'est des clients qui nous ont renvoyé des gicleurs. On voit forcément, là, il y a eu quelque chose au niveau de la combustion. Il y a une coquefaction certainement. Il y a des gicleurs. Et là, on voit à droite, il y a beaucoup de particules qui sont à l'intérieur. Bien évidemment, le gicleur, il va pas faire long feu. Donc, c'est très important d'avoir un filtrage en amont qui soit correct. Il ne faut pas penser que le gicleur va tout filtrer. Si on regarde une pompe, par exemple, cette pompe à gauche, là, on voit qu'elle a une couleur plutôt oxyde ferreux. C'est probablement parce que là, elle a récupéré de l'eau de la cuve, puisque dans une cuve, il peut y avoir de la condensation donc de l'eau. Là, la pompe, elle va tout de suite gripper, puisque une pompe, normalement, c'est lubrifié par le fuel. Si jamais on amène de l'eau, elle va gripper très rapidement. C'est pas une pompe à eau, ça vous l'aviez compris. Vous voyez d'autres exemples qu'on peut trouver dans des pompes, là, des dépôts très, très importants. Peut-être que la pompe était très chaude, il y a quelque chose qui s'est passé. Évidemment, ce n'est pas un défaut de pompe, il y a quelque chose au niveau de la qualité du fuel. Alors, ici aussi, on voit bien des dépôts là sur les canaux intérieurs. Il y a des dépôts qui se sont créés. Donc peut-être du biofuel qui a trop vieilli, ça peut arriver. Regardez cette photo à droite. La photo à droite, ça ressemble un petit peu à un pâté. Enfin, c'est très très visqueux. Ça, c'est très très typique du biofuel. Il faut savoir que le biofuel, avant, il y a 40 ans, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de biofuel. Donc, du fuel, c'est très très propre. Une pompe alimentée par du fuel, les engrenages restent très très propres, c'est très lubrifié, il n'y a pas de problème. Le biofuel, c'est tout simplement parce qu'il peut y avoir des réactions, il y a des bactéries, des réactions bactériennes à l'intérieur de la cuve, d'autant plus que la cuve est à la lumière, ce qui veut dire que le biofuel a une durée de vie, ça il faut le savoir, je pense que vous le savez, mais donc en gros il vaut mieux avoir 2 remplissages de cuves en biofuel par an que de remplir une cuve biofuel et faire toute l'année, il y a un fort risque d'avoir une dégradation et les bactéries vont faire qu'il y a un beau pâté qui va se mettre là, mais évidemment la pompe n'est pas en cause, mais donc elle ne va plus fonctionner longtemps, bien entendu. Donc, c'est attention à la qualité du fuel, en particulier, donc c'est lié aux cuves, donc ne pas stocker longuement le biofuel. Mais là, vous pouvez aller voir, il y a des articles qui sont très bien faits par les pétroliers, par les fournisseurs de pétrole, qui connaissent bien toutes ces problématiques. Un outil de conversion qui existe, qui est sur smartphone, bien sûr. Donc, c'est une application gratuite. C'est une application qui s'appelle Installer App, une application installateur. Donc, c'est valable sur Android ou Apple, iPhone. Vous avez un moyen de convertir des pompes, des anciennes pompes d'Danfoss. Vous mettez le code de l'ancienne pompe ou une pompe d'une autre marque, et il va vous sortir la référence de la pompe Danfoss. Il y a également au niveau des gicleurs, il va vous sortir la référence. Si vous avez une autre marque de gicleur, vous allez avoir la référence du nouveau gicleur. Donc ça, c'est tout à fait gratuit. Il y a également des vidéos sur cette application pour la mise en service. Donc vous allez voir après, là, c'est un lien qui va aller sur YouTube et qui va vous indiquer toutes les manipulations à faire lorsqu'on veut changer de filtre, lorsqu'on veut régler, etc., etc. Donc c'est un outil très, 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 très intéressant pour tous ceux qui font
qui font l'entretien du brûleur fuel. Donc cette partie est terminée. Je vais passer la parole et je vais laisser la place à Philippe de Sèvres, donc il va prendre ma place. Bonjour. Donc voilà, nous allons aborder maintenant la combustion. Thierry, merci pour ta super présentation. Thierry a abordé plusieurs fois le terme de la combustion. Donc on va rentrer un peu dans le détail. L'objectif, c'est de vous faire comprendre en fait comment on se sert d'un analyseur, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà. Donc il y a plusieurs opérations. Déjà, attendre à peu près 1 minute au minimum avant de faire une analyse de combustion. La deuxième chose à faire sur du fuel, c'est de faire un smoke, une mesure d'opacité, de contrôler sa combustion et ensuite de remplir son attestation d'entretien. La mesure de smoke, c'est quoi l'objectif? Déjà parce que c'est obligatoire de le remplir sur l'attestation d'entretien. C'est déjà de vérifier en amont sa combustion avant d'utiliser son analyseur de combustion électronique. Ça permet aussi de protéger ces cellules de l'analyseur et d'augmenter leur durée de vie. Pour faire une analyse avec un smoke, il faut évidemment avoir percé son conduit de cheminée. Moi, je vous conseille de percer à peu près à diamètre 13 mm, parce que les cannes de prélèvement, que ce soit les cannes de l'analyseur ou les cannes de la pompe smoke, font 8 mm de diamètre. On a souvent tendance à avoir des trous de 8 mm. Je vous conseille de faire un trou à 13 mm et d'introduire le cône de votre analyseur de combustion dans lequel on introduira ensuite la canne de prélèvement. Il faut donc pomper 10 fois, évidemment choisir en route. Ensuite, comparer son résultat avec l'échelle de Baccarat. Il faut que le résultat soit compris entre 0, 1, voire 2 grand max. Si vous avez un résultat qui est supérieur à 2, faites un pré-réglage de votre brûleur. On va souvent avoir un problème de manque d'air, ou d'excès d'air peut-être. Refaire un smoke. Une fois qu'il est compris entre 0 et 2, ce résultat doit être indiqué dans l'attestation d'entretien. Une fois que vous avez réalisé votre smoke, donc on va faire maintenant une analyse de combustion. Mais malheureusement, dans tous les cas de figure, que ce soit un brûleur soufflé ou un brûleur atmosphérique, et quel que soit le combustible, il y a souvent un pic de CO lors du démarrage. Pour éviter d'absorber ce pic de CO, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite, je reviens juste un peu en arrière, voilà, pour éviter ce pic de CO, faites démarrer votre chaudière quelques instants, attendez que la flamme du brûleur soit bien en route avant d'introduire votre canne et surtout avant de lancer la pompe d'aspiration des fumées qui se situe dans l'analyseur de combustion. Afin de protéger encore plus l'analyseur, nous avons chez Solarman Kimo des appareils qui sont équipés d'une dilution de CO. Comment ça fonctionne? Ça permet en fait d'avoir des mesures sur de fortes concentrations. Ça permet de protéger les cellules et d'augmenter leur durée de vie. Cette mise en route du seuil de CO, de la dilution du CO, est facilement réglable grâce à l'analyseur avec 3 touches, la touche menu, ensuite la touche dilution, et ensuite on peut régler la valeur du déclenchement de ce seuil. Il est pré-réglé d'usine chez nous à 2500 ppm, mais évidemment vous pouvez le mettre beaucoup plus bas, voire plus haut. L'analyse de combustion, il suffit simplement d'introduire sa sonde dans son conduit, au même endroit où on a auparavant réalisé son smoke. Nous avons au sein de la société Kimo Group Solarman des longueurs de sonde de différentes longueurs, 300 mm, 700 mm, 1 mètre, quand on est sur de gros conduits. Ensuite, simplement démarrer sa pompe de l'analyseur. Tous nos analyseurs sont aimantés, qui permettent de le coller sur la chaudière. L'analyse se fait en direct. Ensuite, il suffit de vérifier vos valeurs et de faire un réglage. Et automatiquement, les valeurs vont s'afficher sur l'écran et se modifier en fonction de vos réglages. Je vous ai ici mis un petit tableau qui vous donne un ratio en fonction des puissances chaudières, évidemment, en fonction évidemment des recommandations constructeurs, le ratio entre le CO2, l'oxygène, lambda, l'excès d'air.
Si vous travaillez sur des chaudières supérieures à 400 kW, il est impératif de mesurer le NOx. Cette valeur doit être importante. Nos analyseurs sont évolutifs. Il existe plusieurs appareils. Des analyseurs équipés de 2 cellules, oxygène et CO évidemment, de base. Ensuite, d'autres qui peuvent être équipés de différentes cellules, le NO, le NO2, le SO2 pour le soufre. Et nous avons même des analyseurs qui peuvent être équipés jusqu'à 6 cellules. Les analyseurs de gaz de combustion Kimo groupe Solarman sont équipés sur leur tuyauterie d'un pot à condensat. À quoi ça sert? Ça sert à récupérer l'humidité qu'on va récupérer dans les fumées, ceci afin de protéger toujours les cellules. Ce pot à condensat est équipé aussi d'un filtre qui permet de récupérer les grosses impuretés avant de les envoyer dans l'analyseur de combustion. Ce filtre doit être changé régulièrement. Il est d'origine tout blanc. Attendez pas qu'il devienne noir avant de le changer. Une fois que vous avez fait votre smoke, vous avez réglé votre brûleur avec votre analyseur de combustion, vous devez remplir l'attestation d'entretien. Tout le monde la connaît, je pense, puisque c'est un décret qui est sorti en 2009, donc un peu plus de 10 ans maintenant. Ce décret vous demande de remplir votre attestation, de vous mettre le nom de votre client, l'analyse de combustion réalisée avec les valeurs, le smoke. Mais depuis juillet 2020, donc il y a quelques mois, est apparue une modification de ce décret qui oblige maintenant aussi à ajouter la classe énergétique de la chaudière. Ici, vous voyez sur le petit tableau un extrait de ce décret qui vous indique les classes énergétiques en fonction des types de chaudières, des années de fabrication des chaudières. Pour enregistrer votre attestation d'entretien, Solarman a développé une application gratuite qui permet de communiquer avec votre téléphone et votre analyseur. Tous les analyseurs Solarman sont équipés du système Bluetooth. Non seulement votre téléphone va permettre de piloter votre appareil, votre analyseur, de faire votre combustion, de faire apparaître sur l'écran de votre téléphone la combustion, de voir les informations se modifier en fonction de vos réglages. Ça se fait automatiquement et en direct. Une fois que votre analyse de combustion est finie, vous allez donc arrêter votre pompe de l'analyseur et vous allez pouvoir enregistrer dans votre application toutes les informations. Vous pouvez créer grâce à l'application, si ce n'est pas déjà fait au préalable, le nom de votre client, son adresse, le type de la chaudière, son numéro de série, etc. Je disais tout à l'heure, nos appareils sont équipés de la communication Bluetooth. Voilà ce qui va s'afficher sur votre téléphone, directement votre attestation. Et vous pouvez ensuite l'envoyer directement par email à votre client et la garder évidemment en mémoire dans votre téléphone. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Est-ce si vous avez des questions, en principe, il y a des questions que vous pouvez poser sur le chat, donc en onglet à droite. Il y a nos collègues du marketing communication qui ont dû vous mettre des liens, parce que même là, s'il y a nos coordonnées, bien sûr, on ne peut pas répondre à tout, mais bon, elles sont là quand même. Mais vous avez possibilité de poser des questions sur le chat. Alors, attendez. Je regarde effectivement dans le chat, effectivement, ma collègue Violaine a mis effectivement des liens, vous les voyez. Vous cliquez dessus pour la partie Swearman et pour la partie Danfoss de l'autre côté. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou pas, ou des remarques? Ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde la prochaine fois, lors d'un autre webinaire.
Oui, il peut y avoir d'autres sujets, enfin plus d'autres compléments. L'intérêt de cette présentation, d'avoir mis les deux, on va dire, deux fabricants dans le même thème, brûleur à fioul, mais pas du tout avec les mêmes compétences. Vous avez bien compris qu'il y a des composants et il y a des analyseurs. En tous les cas, c'est vraiment dans la vraie vie, vous êtes confronté aux deux. Vous avez les composants à régler et vous avez l'analyseur pour terminer l'opération et la certification de la combustion. Donc c'est vrai que c'est des gammes de produits vraiment différents. Il y a l'électronique d'un côté et plutôt de la pression d'autre et du fuel. Mais en tous les cas, on est dans le même sujet au niveau de l'installateur qui fait l'entretien. Donc après, il peut y avoir effectivement d'autres webinaires avec des choses beaucoup plus spécifiques qui pourraient être développées si vous en émettez le souhait ou le désir ou mettre des idées, bien sûr. Donc, je regarde dans le chat encore, éventuellement, s'il y a des questions. Je regarde. C'est l'onglet qui est à droite, si vous avez ça. Ah, je vois qu'il y a Franck. Franck, merci pourriez-vous commenter la slide numéro 9? Je vais à la numéro 9. Ah, excusez-moi. Où est-ce qu'on a les numéros? Ah, c'est bon. Ah, celle-là. Attendez. La 9, c'est celle-là. Enfin, je ne sais pas comment. Vous avez vu les. La 9, celle-ci? Ah oui, mais comment je vais avoir un retour de la question? Oui, si c'est celle-là la question sur la 9, oui, quelle était la question? Puisque bien sûr, c'est usiné, vous avez par un forêt, un tout petit forêt, puisque c'est un peu plus gros qu'un cheveu. Et encore une fois, c'est pas un trou tout cylindrique. On fait une sorte d'évasement à l'entrée et l'évasement à la sortie, de manière à ce que lorsque le fuel sort, il soit bien en rotation, il sorte de manière conique. Donc, mais c'est vraiment un usinage des deux côtés très précis. Le forêt, pour la petite histoire, c'est des forêts qui font à peu près 500 usinages. Et après, ils sont envoyés chez le fabricant. C'est un fabricant suisse qui fait ces forêts-là. Donc, tous les 500 usinages, ils sont renvoyés au fabricant pour recalibrage, réalisage, on va dire finition du forêt. Et je vois que là, tiens, il y a une question de Xavier. Donc, ça, c'est pour toi, Philippe, plutôt. Quelle influence de réglage de l'air secondaire sur la combustion? Le réglage principal va se faire sur l'air primaire, ce qu'on appelle l'air primaire. L'air secondaire va permettre d'affiner un peu plus le réglage. Voilà, l'air primaire, c'est vraiment un réglage un peu, entre guillemets, grossier. L'air secondaire, c'est ce qu'on appelle le réglage de la ligne. Ça va permettre d'affiner son réglage. Une autre question, Wally, bonjour, à quelle valeur peut être réglée la dilution? En fait, nos cellules de CO peuvent absorber des concentrations allant de 0 à 8000 ppm, ce qui est complètement énorme. La dilution, on peut la régler jusqu'à 20 000 ppm, c'est-à-dire qu'on peut déclencher le seuil de cette mise en route de la dilution. Donc la dilution, je ne sais pas si j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, la pompe principale qui aspire les fumées, qui va permettre donc de mesurer l'oxygène, le CO2, le rendement, l'excédère et évidemment le CO. Quand le seuil de déclenchement de la cellule de la dilution va être mis en route, si vous la mettez par exemple à 1000, par exemple, dès que l'analyseur va détecter 1000 ppm, on va mettre en route une deuxième pompe interne à l'analyseur qui va aspirer de l'air ambiant, donc de l'air propre, qui va être envoyé dans la cellule CO. Parallèlement à ça, on continue d'analyser sa combustion. C'est-à-dire qu'on va mélanger du CO avec de l'air ambiant propre. Donc on va diluer cette fameuse concentration de CO. Et grâce à cette concentration, on peut avoir des valeurs de CO qui peuvent monter à 80 000 ppm, ce qui est tout à fait énorme. Voilà. Mais pendant cette durée de dilution, la pompe principale ne se coupe pas. Donc le gros intérêt, c'est qu'on peut continuer de régler son brûleur. Et quand on a refait descendre le CO, par exemple, si on l'avait réglé à 1000, la dilution, quand on va redescendre en dessous de 999 ppm, et bien à nouveau, la dilution va s'arrêter et va permettre de continuer à régler son brûleur. Une autre question de Zadel, quelle est l'échelle max du capteur NO2? Le capteur NO2 va de 0 à 500 ppm. Le capteur de NO va de 0 à 5000. Donc c'est une bonne question, je vais rebondir là-dessus. Le NOx, on parle souvent de NOx, je parlais tout à l'heure du NOx à contrôler sur les chaudières supérieures à 400 kW. Le NOx, en fait, il est composé, ce sont les oxydes d'azote d'autogaz, du NO et du NO2. Vous avez deux façons de faire une mesure de NOx. La première,
c'est ce qu'on appelle le NOx calculé. On va mettre dans l'analyseur une cellule de NO qui va mesurer donc la valeur de NO et l'analyseur va faire le calcul du NOx. Si par contre vous voulez réaliser une réelle mesure de NOx, on appelle ça le NOx mesuré ou le NOx total, on va introduire dans l'analyseur une cellule de NO plus une cellule de NO2. Les deux mesures vont se faire NO plus NO2. L'addition des deux fera donc le NOx. C'est ce qu'on appelle une NOx mesurée. Je vois une question de. Alors, Samir, cas de spécifique, une pompe LE. Oui, je vous avais bien montré qu'il y a deux choses. Un système LE, c'est une pompe et un gicleur. Tout simplement, la pompe LE. Attendez, je sais où est-ce que j'avais mis la pompe LE? Non, elle est un peu plus loin. Bon, la pompe LE, en fait, elle a un clapet à l'intérieur. Tout simplement, quand vous mettez un clapet dans le gicleur, et vous avez bien vu que ça coupe tout de suite le fuel. En fait, ça coupe comme un coup de bélier à l'intérieur. Donc, si jamais dans la pompe, il n'y a pas un petit orifice, un autre clapet qui va réaccepter tout ce coup de bélier, si vous mettez une pompe normale qui s'arrête d'un coup, bah, en fait, le clapet, il ne va pas avoir d'effet parce que le coup de bélier va passer quand même par le clapet à billes. Donc, il faut impérativement que la pompe ait elle-même un petit clapet à l'intérieur pour absorber ce coup de bélier, que ça revienne côté pompe et non pas côté gicleur. Donc, voilà, la différence, c'est que la pompe elle a en fait, elle aussi, un petit système à billes à l'intérieur. Voilà. Bon, je n'ai pas retrouvé la bonne slide. Enfin, de toute façon, je n'avais pas de coupe de la pompe LE. Mais elle est bien spécifique par ce clapet à l'intérieur. Voilà. Merci pour la question, Samir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tiens, voilà. Vous n'avez pas précisé où il fallait mettre la sonde de la valise de combustion pour qu'il puisse mesurer la température ambiante devant le brûleur ou derrière la chaudière. Quand vous mettez en route votre analyseur de combustion, simplement à la mise en marche, l'analyseur va se mettre en mise en route pendant 60 secondes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer la température ambiante dans la chaufferie et en même temps mesurer le taux de CO2 dans la pièce, donc il va indiquer 20,9% et mettre toutes les cellules à zéro. Cette mesure de température ambiante permet de faire le calcul du rendement, puisque dans la formule du rendement, il intervient aussi la température ambiante. Vous avez possibilité soit de mettre votre sonde à côté de la chaudière, peu importe. Il va prendre lui la température ambiante de la chaufferie. D'accord. Il y a aussi possibilité sur les deux modèles qu'on appelle les SICA 220 chez nous et le SICA 120 d'introduire déjà la canne de prélèvement dans le conduit de fumée, puisque la température ambiante va être mesurée non pas par la canne de fumée, mais par une sonde interne à l'analyseur. Vous avez deux solutions. Soit vous laissez votre analyseur devant la chaudière, la canne déjà dans le conduit de cheminée, et la température ambiante sera mesurée grâce à la sonde interne à l'analyseur. Soit ne pas mettre la sonde de fumée dans les fumées, mais la laisser à l'air libre pour qu'il prenne la température ambiante. La slide 9, partie Sowerman. Ah bah alors, excusez-moi, oui, donc j'ai répondu sur la slide 9, mais c'était la partie d'Enfos. Donc, la slide 9, Sowerman, attends, voilà. C'est celle-là. Excusez-moi, excusez-nous. Voilà. Oui, donc ça, ce sont des paramètres qui sont donnés à titre indicatif. En principe, chez les constructeurs de brûleurs, vous avez aussi ces informations qui sont indiquées en fonction des puissances. C'était là, l'information, c'est par rapport, si par exemple vous voulez obtenir une valeur de CO2 de 12,5%, ben, le réglage qu'il va falloir obtenir sur l'oxygène, puisque je répète, le réglage se fait soit sur l'air primaire, soit sur l'air secondaire, c'est d'avoir 4% d'oxygène, et 4% d'oxygène donne en fait un lambda de 1,25, donc un excédère de 25%. Autre exemple, pour obtenir une valeur de CO2 de 11%, la valeur d'oxygène va être de 6%, donc la valeur de lambda 1,35, donc 35% d'air, 35% d'excédère. Ce sont des valeurs à titre indicatif. Ensuite, Mathéus, quelles sont les valeurs max à ne pas dépasser en NOx, NO et NO2? Alors ça dépend des puissances chaudières. Il y a des réglementations très précises. Il y a un décret qui existe aussi sur les chaudières d'une puissance supérieure à 1 MW. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les chaufferies classées. Ce décret a été modifié il y a 1 an ou 2, je crois maintenant. Les chaufferies classées avant démarraient à partir de 2 MW. Depuis 2018, ce décret a démarré à 1 MW, donc toutes ces chaufferies sont classées. Et vous avez des réglementations bien précises dans ce décret. On pourra vous le faire parvenir si vous le souhaitez.
qui indique les valeurs de NOx à ne pas dépasser en fonction des puissances et du combustible. Il faut aussi savoir que de plus en plus maintenant, les constructeurs de brûleurs, de chaudières communiquent beaucoup sur les chaudières et les brûleurs à bas NOx. Est-il possible d'avoir un analyseur présent en permanence sur une chaudière pour ainsi faire des mesures régulières? Alors en permanence, 24/24, non, puisque ce sont comme des appareils portables qui ont besoin d'être alimentés par du courant, puisqu'ils ont une batterie, mais il faut quand même du courant. Par contre, il existe des analyseurs chez Solarman qu'on appelle les Sika 8500, qui sont des appareils assez costauds, beaucoup plus résistants en termes de mesure, en termes de durée. Ce sont des analyseurs qui peuvent fonctionner plusieurs heures sur un brûleur. D'accord, parce qu'ils ont plusieurs choses. La première, c'est qu'ils peuvent être équipés de 9 cellules. Donc, on fait des mesures sur pas mal de paramètres qui peuvent évidemment rester sur place et qui possèdent ce qu'on appelle un sécheur Peltier. Donc, ce sécheur Peltier permet non seulement de sécher les gaz, mais d'évacuer en permanence les condensats, puisque sur un analyseur classique, on a vu tout à l'heure qu'on avait un petit pot de condensat qui est capable de récupérer quelques millilitres d'eau, mais au bout d'un moment, il va falloir le vider. Donc, si vous le videz, ça veut dire qu'il faut arrêter votre analyseur. Alors que sur le Sika 8500, on a une purge automatique des condensats qui se fait en permanence. Donc, on peut même régler tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. Quelles conséquences y a-t-il de mettre la sonde trop près de la buse dans le cas où le modérateur de tirage est trop près? Donc, le trou dans le conduit de cheminée pour introduire la canne de prélèvement doit être environ une distance de 1,5 à 2 fois le diamètre du conduit par rapport à la sortie de la chaudière. Évitez de mettre votre trou directement dans un coude, d'accord, plutôt sur une partie droite, donc soit tout de suite après la chaudière ou tout de suite après le coude sur la partie verticale. Du coup, sur une chaudière ventouse, le rendement est faux. Très bonne question. En effet, l'idéal, ce serait, quand on fait sa mise en route de l'analyseur, c'est d'introduire la canne dans la partie du conduit ventouse qui récupère l'air arrivant de l'extérieur. Il y a possibilité sur les analyseurs Sika de mettre parallèlement à la sonde de prélèvement une sonde de température toute simple qui va se mettre sur la connexion thermocouple, la connexion numéro 2, qui va permettre parallèlement à l'analyse de combustion de prendre la température ambiante directement sur le conduit ventouse, puisque les conduits ventouses, vous savez, sont équipés dans bien des cas de 2 petits orifices, un qui permet de prendre la mesure des fumées et un deuxième qui permet de prendre la température ambiante. Il y a une question là concernant la combustion, on n'a pas parlé du déflecteur. Non, il y a différents aspects au niveau de la combustion. C'est vrai qu'il y a ce que vous appelez le déflecteur, parce que d'abord, on ne fabrique pas ces déflecteurs, c'est plutôt de la fabrication du fabricant de brûleur qui va effectivement donner, gérer l'avancement, c'est-à-dire la cote entre le gicleur et puis le déflecteur. Bon, ça, c'est pas des parties que nous on traite, puisque encore une fois, le gicleur, une fois qu'il est choisi par le fabricant de brûleur, c'est lui qui va faire tout un tas de tableaux en fonction des puissances et en fonction des pressions de pompe, etc. C'est lui qui indique toutes ces valeurs et qui va dire quelle est la cote que doit avoir le déflecteur, par exemple. Donc non, ça, c'est pas des éléments que je peux aborder, puisque là, on n'a pas toutes les billes là-dessus. Peut-on analyser la qualité de combustion de voiture diesel ou essence? Pourquoi pas? On pourrait le faire avec un analyseur de combustion. Par contre, il va falloir que vous inventiez une petite pièce parce que votre canne de prélèvement, on le voit ici sur la photo, d'accord? Si vous la mettez directement dans le conduit, enfin dans le pot d'échappement, voilà, cherchez mes mots, vous risquez d'endommager la poignée de la sonde de prélèvement. Donc, il faut mettre cette sonde de prélèvement perpendiculaire à l'échappement. Donc, il faut faire un petit T, trafiquer un petit T à la sortie de vos pots d'échappement pour pouvoir mettre votre canne de prélèvement à 90 degrés. Donc là, une question de Christophe qui est formateur. Est-il possible de recevoir la présentation, etc., pour la présenter à ses élèves? Oui, de toute façon, un webinaire, bon,
la particularité, c'est public. Donc oui, je crois qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Nos collègues du marketing communication prendront vos coordonnées. En tous les cas, oui, c'est du PowerPoint ou PDF. On pourra effectivement, c'est public. Hein, c'est public. Violaine, ma collègue, a répondu d'ailleurs. Écoutez, là, quelle heure est-il? C'est bien, tout le monde est resté présent jusqu'à bien tard dans la nuit presque. Donc c'est parfait. Donc pour virer cette première, c'est-à-dire quand je dis cette première, attendez, j'ai perdu le plein écran. Cette présentation conjointe de deux fabricants dans le domaine du fuel, c'était une première. J'espère que ça vous a intéressé, hein, le discours sur les composants et le discours de Philippe sur les analyseurs de gaz. Donc, encore une fois, nous restons à votre disposition. Donc, nos services marketing respectifs seront en mesure de répondre à vos questions si ça concerne l'un ou l'autre. En tous les cas, donc, merci beaucoup de votre présence, de votre temps. Et puis, on va vous souhaiter une très bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et j'espère à très bientôt. Merci. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir.